Aventurier les mers est une exposition qui raconte une histoire, des histoires qui sont celles des échanges entre Méditerranée et océan Indien, entre Orient et Occident, pendant toute la période du Moyen-Âge, du 7e jusqu'au 7e siècle. Après cette période des ténèbres et des peurs de la mer, intitulée « La mer au péril de la vie », nous entrons ici dans la section intitulée « Naviguer, une intelligence du monde ». Pendant des siècles, après avoir eu peur de l'océan, l'être humain s'est ouvert au monde et a pris conscience de l'aspect extrêmement vaste de la planète, des possibilités que la mer lui offrait d'aller vers l'autre, d'aller vers ailleurs. Pour naviguer, pour comprendre le monde, nous avons alors commencé à dessiner des cartes. La carte que nous voyons ici, qui est une map-monde catalane, très exceptionnelle de l'université de Modène, sort pour la toute première fois de son histoire d'Italie. Il s'agit de la première carte au monde à représenter le pouvoir musulman. Ici. Les peuples avec lesquels nous pouvons commercer, discuter rationnellement, sont installés dans toute cette zone-là. Les peuples inquiétants, assez étonnamment, sont situés au nord de l'Europe. Ici figure le roi du Mali, qui a la main sur les riches mines d'or de l'Afrique. Cependant que sur cette partie-ci se trouve présenté le paradis terrestre, protégé des païens par le royaume du prêtre Jean. Cette carte est un facsimilé, l'original est la carte de Fra Mauro, un prêtre, un moine vénitien qui au XVe siècle a réalisé la représentation la plus complète et la plus juste du monde tel qu'on pouvait se le représenter. Il est tout à fait incroyable, venez, de constater que cette représentation du monde du milieu du XVe siècle correspond de manière plus que phénoménale à cette photographie prise en 2016 par la NASA. L'exposition se poursuit par l'évocation des navigations sur l'ensemble de la Méditerranée et de l'océan Indien. Et nous entrons ici dans la section intitulée « Marchandises et convoitises » où le visiteur pourra découvrir chacune des plus belles pièces réalisées par les artisans d'art de l'ancien monde. Les épices, bien sûr, qui ont motivé nombre de voyages sur ce qu'on a appelé la route des épices, plus connue pour sa partie terrestre que pour sa partie maritime, laquelle partie maritime était bien plus largement pratiquée que la voie terrestre. Ici, des pièces qui nous viennent du musée de Singapour. Il s'agit d'une épave du 9e siècle, découverte dans le canal de Malacca. Cette petite vitrine est dédiée aux monnaies au sens large, aussi bien les pièces de monnaie, que l'on connaît de manière générale, que les paires dites de troc, mais qui permettaient d'acheter toutes sortes de matériaux, d'animaux, de marchandises, et des coris, coquillages provenant de l'océan Indien, et connus aujourd'hui encore comme monnaie dans toute l'Afrique. Après cette évocation des marchés, des plus belles pièces produites dans l'ancien monde, s'ouvre la période des grandes découvertes qui seront réalisées par Christophe Colomb, Vasco de Gama et Magellan au travers des océans. Il faut savoir que bien avant que les Portugais entrent dans l'océan Indien, les Chinois, les empereurs Ming, avaient réalisé de vastes expéditions navales qui avaient emmené jusqu'à 200 navires depuis les côtes de la Chine jusqu'en Afrique orientale. Ici, la représentation d'une girafe du Bengale qui a voyagé sur les bateaux Ming, conduits par l'amiral Cheng He, du Bengale jusqu'en Chine, les cartes navales de l'amiral Zheng He. Donc,
Cet espace est dédié aux grandes découvertes et en particulier aux grandes découvertes réalisées par les Portugais. Au fond, vous pouvez voir, nous allons nous en approcher, une tapisserie qui présente l'arrivée de Vasco de Gama à Calicut, en Inde. Cette tapisserie, réalisée dans les Flandres au XVIe siècle, est à la fois représentative de l'exotisme de l'époque et est une marque de la puissance de l'Empire capable de réaliser de telles conquêtes, de telles explorations. On trouve ici des autruches, ici des chameaux, un jeune sage qui court dans les haubans et, bien plus remarquable, une licorne sanglée prête à être débarquée, comme s'il s'agissait d'un animal relativement courant à l'époque. Cet homme est Alfonso de Albuquerque, second vice-roi des Indes, qui, en s'emparant de nombreux ports clés à l'intérieur de la zone océan Indien, permettra d'établir l'Estado de la India, l'empire portugais des Indes. Cette vitrine accueille des prêts exceptionnels du Kunsthistorisches Museum à Vienne. Ici, un flacon en écaille de tortue, entièrement cerclé d'argent gravé, un bézoard entouré de filigranes d'or, une coupe à libation chinoise réalisée en corne de rhinocéros et un olifant en ivoire cerclé d'argent. Des pièces magistrale, fondatrice des cabinets de curiosité et par là de nos musées. Venez, je vais vous montrer quelques pièces chefs-d'œuvre de l'art indo-portugais. Donc des pièces de différentes origines muséales, un Christ provenant du musée San Roque à Lisbonne et une Vierge à l'enfant provenant du Kunsthistorisches Museum de Vienne. La Vierge est la mère du Christ, et quand le Christ est en Assomption, il a, d'une certaine manière, un dernier regard pour elle. Un bon pasteur ici, également, je vais également vous présenter un bon pasteur indo-portugais, réalisé à Goa, en Inde. Le bon pasteur est une figuration, une représentation de Jésus-Christ. On le voit ici portant un mouton sur l'épaule. Les bons pasteurs peuvent représenter Jean-Baptiste ou notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Enfin, toujours dans cette histoire de l'évangélisation des Indes, et Saint François Xavier, apôtre des Indes, avait pour mission, au travers de la Compagnie de Jésus qu'il a créée à Paris, d'évangéliser l'ensemble des Indes orientales. La cape qu'il porte, le costume qu'il porte, sont dans le style Namban, c'est-à-dire dans le style japonais, et ses doigts dans l'exposition nous montrent le porte-missel frappé du monogramme de la Compagnie de Jésus. Voilà encore une pièce maîtresse tout à fait remarquable dans cette exposition, une chape liturgique provenant de Macao, en Chine, à l'embouchure de Canton, qui représente ici un jet, ici un faisan, ici un paon, toutes sortes d'animaux, une biche, des ananas, un lièvre, toutes sortes d'animaux prodigieux réalisés dans les plus belles couleurs qui soient. Alors une pièce tout à fait importante qui est la carte dite de Christophe Colomb. On ne sait pas si Christophe Colomb a navigué en utilisant cette carte. On sait simplement que l'écriture génoise qui est ici est sans doute la sienne. C'est exactement la même écriture qui est celle de ses carnets. Donc cette carte est la carte dite de Christophe Colomb et porte ici, au large de la Chine, l'indication géographique précise du paradis terrestre. À
côté de la carte de Christophe Colomb, nous présentons également un prêt exceptionnel du musée des Coins, un portrait de Christophe Colomb. Ce outil de soie ottoman qui représente des navires, des Portugais, mais également des Indiens, nous vient du musée des arts décoratifs de l'océan Indien dans l'île de la Réunion. Nous avons pour cette exposition un partenariat avec le Conseil régional de la Réunion qui a permis de faire venir notamment cette pièce plus que remarquable. Une des principales difficultés de ce type d'exposition, très riche en pièces rares, est d'arriver à les obtenir tout ensemble. Et c'est pour y avoir travaillé pendant 4 ans que j'ai pu nouer des relations particulières et obtenir au final du conservateur et de la collectivité la possibilité de faire venir cette pièce rare et d'une fragilité absolue. Un bouti de soie du XVIe siècle, c'est une pièce plus que rare. Ce Kita Shenzi, chaise de pouvoir Swahili, vient également du musée des arts décoratifs de l'océan Indien à La Réunion. C'est une pièce en ébène avec de l'ivoire incrusté. C'est également une pièce fragile et relativement rare. Enfin, ce courlis, cette tenture indo-portugaise réalisée en bouti de coton entièrement brodé de soie sauvage. La broderie qu'on voit ici, c'est de la soie muga, qui est une soie dont la couleur naturelle est réellement celle-ci, est un prêt du musée Guimet. Comme je le disais, obtenir l'ensemble de ces prêts pour la période de cette exposition est un travail de longue haleine, un travail extrêmement délicat. En partenariat avec les collègues de l'Institut du monde arabe, nous avons chacun de notre côté travaillé à aller démarcher, rencontrer les musées partenaires pour obtenir ces prêts tout à fait exceptionnels, chacun avec nos propres réseaux, nos propres connaissances. L'Institut du monde arabe pour sa part, le MUSEM pour sa part, de manière à produire ensemble 2 expositions. Une première version a été présentée à Paris, consacrée, centrée sur les navigateurs arabes. Cette deuxième version centrée plutôt sur les grandes découvertes, les navigations européennes en direction de l'océan Indien.